D'accord, monsieur. Alors, bonsoir. Au quartier Patitois de la ville de Ouagadougou, au siège de la société de production avicole Moablaou. Ici sont écoulés chaque jour près de 200 000 œufs, un véritable record. Le secret de... Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ok. Donc, déjà, nous sommes en ligne. Donc, tout de suite, tu vas te présenter en attendant que les gens m'arrivent. Donc, c'est l'occasion aussi de dire merci au grand frère Aboukoné, qui est aussi l'un de nos partenaires sur l'événement Zoom, sur ma passion. Et c'était important pour nous justement d'avoir une dame parmi nous. Et voilà, tu es là et je suis heureux, mais je pense qu'on est en famille pour partager la même passion, donc n'hésite pas à te sentir en famille et à parler tranquillement. Donc, sur ce, je te cède la place pour te présenter déjà et faire ta présentation. Merci. D'accord, merci Noélie. Déjà, c'est moi qui suis honorée d'être là. Il n'y a pas grande chose à dire sur ma petite personne. Je suis Assetou Koulibaly, testeur QA à Kill Technologies depuis plus d'1 an. Pour ce qui est de mon background en termes de formation, je suis titulaire d'une licence professionnelle en réseau et génie logiciel. Et présentement, Oui, allô? Si tu me permets, tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît. D'accord. Okay, merci. C'est bon là? Oui, ça va. Donc, voilà, je disais que j'ai fait une licence en réseau et génie logiciel.
Et présentement, je fais le master en management digital et système d'information en cours du soir. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur moi, à moins que vous ayez des questions. Voilà. Ça va, c'est tranquille. Vas-y. Merci. On peut continuer. T'inquiète pas. On peut commencer la présentation là? Oui, on peut commencer. D'accord. Permettez-moi de vous partager mon écran. Ok, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Rebonsoir à ceux que j'ai déjà salués. Comme vous le savez, nous sommes là ce soir pour nous entretenir sur le thème de l'assurance qualité logicielle, qui est une notion que l'on entend de plus en plus dans le domaine du développement logiciel, mais très peu de personnes savent exactement ce que c'est. Voilà. Donc, le but de notre présentation de ce soir est de vous présenter ce que c'est en réalité. Quoique en 1 heure, on ne pourra pas tout dire, mais on va essayer de dire ce qui peut être dit. Et on espère que cette présentation vous sera profitable. Déjà, avant de commencer, j'ai tenu à définir, à nous faire comprendre déjà le thème, parce qu'on a deux notions clés qu'il faut comprendre avant de pouvoir avancer. Voilà. Il s'agit de l'assurance qualité logicielle qu'il faut comprendre. Mais pour comprendre cette notion-là, il faut déjà savoir ce que c'est que l'assurance et ce que c'est que la qualité également. On aura plusieurs définitions. Voilà, je n'ai rien inventé. Et il nous dit que l'assurance, c'est la garantie qu'on donne au sujet d'une chose. La garantie qu'on peut donner à une personne au sujet d'une chose donnée. Et en ce qui concerne la qualité, c'est un ensemble de caractères, de caractéristiques qui font qu'une chose correspond bien ou qu'elle correspond mal à ce qu'on attend. Et compte tenu de ces deux définitions, la définition que je pourrais vous donner de l'assurance qualité logicielle est la suivante. Je la définirai comme un ensemble d'activités visant à s'assurer que les produits logiciels d'une organisation sont de qualité. Et qu'est-ce que j'entends par qualité ici? Qualité, on parlera de qualité du logiciel quand ce logiciel-là va répondre aux exigences du client déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps, quand il répondra aux critères de qualité que l'on s'est définis au sein de l'organisation. Pour ce qui est des critères de qualité définis au sein de l'organisation, laissez-moi vous dire que c'est l'une des activités phares des spécialistes de l'assurance qualité logicielle. Voilà. Maintenant que le thème il est défini, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font exactement ceux qui sont dans le domaine de l'assurance qualité logicielle, qu'on a abrégé ici en QA pour Quality Assurance en anglais. Les activités d'assurance qualité logicielle sont nombreuses. J'ai tenu à les résumer en 4 points que vous voyez là. Qui vont consister déjà, si on se trouve dans une organisation où il n'y a pas de processus bien élaboré, à établir le processus. Sinon, s'il en existe déjà, à voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer et à apporter des améliorations. On va aussi définir les critères de qualité parce que
si on doit s'assurer que le logiciel qui sort à la fin est de qualité, il faut qu'on sache sur quelle base on fait cette évaluation-là. Et il va aussi, le spécialiste en assurance qualité logicielle va également entreprendre des activités d'organisation et de planification. Et ce qu'on voit le plus, c'est le dernier élément. Quand on attend assurance qualité logicielle, tout de suite, tout le monde pense à, en tout cas pour ceux qui en ont déjà entendu parler, tout de suite, on pense à test, à bug et tout, parce que c'est la partie qu'on voit le plus. Et c'est le dernier point qui est évoqué là. Il va faire de la validation, il va valider le produit qui sort en faisant des tests, en faisant des rapports suite à ces tests et en faisant le suivi notamment des corrections, des éventuels problèmes qu'il aurait identifiés. Voilà. Vous constaterez là que je parle des spécialistes parce que le domaine de l'assurance qualité logicielle, s'il y a un constat que j'ai fait de ma petite expérience, c'est qu'il y a énormément de terminologie pour définir une seule chose. Et c'est quelque chose qui prête souvent à confusion. Et donc, je n'ai pas voulu mettre de thèmes comme testeur QA, analyse QA ou etc. J'ai trouvé idoine de regrouper tout ça en spécialistes pour ne pas vous embrouiller. Plus loin, on pourra voir qu'est-ce que je mets dans spécialiste. Pour moi, quand on me parle d'assurance qualité logicielle, quand on me parle des activités que ces personnes-là font et tout, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, mais comment on devient spécialiste de l'assurance qualité logicielle? Et là, il n'y a pas de, comme la plupart des fonctions, la comptabilité, le génie logiciel, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de formation diplômante qui existe où on va faire la licence, le master, le BTS et tout pour sortir à la fin spécialiste en assurance qualité logicielle. Mais généralement, les recruteurs demandent entre un bac plus 2 à bac plus 5 en informatique. Ils demandent également un minimum de connaissances du cycle de développement logiciel, un minimum de connaissances en développement logiciel également, qui est facultatif ici. Oui, qui est facultatif parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs rôles qu'on verra plus loin. On n'a pas forcément besoin de savoir développer pour être un testeur. Voilà. Et en dernier point, j'ai tenu à souligner que j'ai récemment découvert, j'ai dit plus haut qu'il n'y a pas de formation diplômante qui existe comme pour les autres fonctions, en tout cas jusque-là. Mais récemment, j'ai découvert qu'il y a une école française qui propose un master en e-learning. Mais ce master est ouvert pour les professionnels du domaine, pour les gens qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience. Et pour ceux qui n'ont pas un très grand, je pense que le minimum, c'est bac plus 5. Excusez-moi, le minimum, c'est 5 années d'expérience. Et pour ceux qui n'ont pas les 5 années d'expérience, il faut donc un bac plus 3 en informatique ou 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Vous pourrez voir plus d'informations sur le site de l'établissement. C'est l'Université d'Angers en partenariat avec l'Université de Franche-Comté, qui sont des universités françaises. Vous pourrez voir toutes les informations sur le site de l'établissement en question. Le point que nous allons aborder maintenant, c'est les qualités personnelles qu'il faut pour exercer dans ce domaine-là. Alors, là, j'ai juste essayé d'énumérer quelques points, mais qui ne sont vraiment, la liste n'est vraiment pas exhaustive. Elle est très longue. Il y a des qualités qu'on a déjà et dont on ignore l'existence, on ignore qu'on les possède et qu'on va développer quand on entre dans le domaine. Il y en a également qu'on a et dont on a conscience. Et il y en a qu'on n'a pas du tout et qu'on va acquérir au fil de notre expérience. Voilà. Et de ma modeste expérience que je retiens comme qualité indispensable, il y a la bonne communication. Il faut être bon communicant, c'est indispensable. Parce qu'il va falloir que ce soit la communication écrite ou la communication orale, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer. Il va falloir communiquer avec les équipes de développeurs. Il faut pouvoir leur expliquer clairement ce qui s'est passé, comment tu as
qu'est-ce que tu as fait, quel résultat tu as eu, à quel résultat tu t'attendais. Il va falloir également pouvoir communiquer pour demander clairement au client quelles sont ses exigences. Il va falloir faire des rapports, les rapports qui sont écrits la plupart du temps. Il va falloir envoyer des mails. Donc, il faut vraiment avoir une bonne capacité de communication. Il faut avoir force de proposition. Il faut faire force de proposition. En ce sens-là qu'il va falloir convaincre les développeurs qu'il y a réellement un problème. Ça, c'est un exemple très simple. Quand on arrive au niveau des tests, au dernier élément de la chaîne des activités des spécialistes de l'assurance qualité logicielle. Quand on arrive au niveau des tests et qu'on identifie, par exemple, un problème, un dysfonctionnement au niveau du logiciel, quand on n'a pas cette capacité-là de convaincre le développeur qu'il y a réellement un problème, qu'on a un problème pour lui, tout marche. Il va toujours vous dire que ça passe sur ma machine. Et même sur la machine de mon collègue développeur, on peut vérifier ça passe. Donc, il faut pouvoir faire force de proposition, pas seulement pour le convaincre qu'il y a réellement un problème, mais également pour suggérer des pistes de résolution. Voilà. C'est aussi très important parce que exercer en tant que spécialiste de l'assurance qualité logicielle, ce n'est pas qu'identifier des bugs, c'est surtout aider l'équipe à comment dire, optimiser son travail pour pouvoir fournir un produit de qualité à la fin. Donc, il faut pouvoir faire force de proposition pour suggérer des solutions aux problèmes qu'on identifie et autres. Il faut également de la patience, beaucoup de patience, parce que je prends un exemple tout simple, quand tu finis de tester entièrement, bon, je ne vais pas dire entièrement parce que c'est utopique de le croire, mais quand on finit de tester des fonctionnalités d'un logiciel, par exemple, et qu'il y a un déploiement, et qu'on te dit qu'en tant que spécialiste de l'assurance qualité logicielle, tu as obligation de refaire absolument tous les tests que tu avais déjà faits. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste tester la petite partie qui a été corrigée. Il va falloir tout reprendre à zéro pour t'assurer que cette correction-là n'a pas impacté ce qui fonctionnait déjà. Si tu n'as pas de la patience, c'est compliqué, quoi. Tu abandonnes au bout d'un moment ou tu bâcles juste le travail, tu ne testes pas comme il faut. Et après, en production, quand on se retrouve face au client, il y a des problèmes qu'on rencontre. Tu es étonné, toute l'équipe est étonnée et on se regarde. Voilà. Il faut également de l'empathie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, parce que c'est ce qui va nous permettre également de bien communiquer avec l'équipe des développeurs, surtout. Il faut pouvoir se mettre à leur place, comprendre ils sont fatigués souvent, ils sont au bout du rouleau, pour pouvoir trouver les mots justes afin de les emmener à faire ce qu'il y a à faire. Il faut de la curiosité. La curiosité parce qu'on sait tous combien le domaine de la technologie évolue vite. Donc, quand on n'est pas curieux, qu'on n'est pas toujours en train de chercher, en train de se documenter, on ne peut pas évoluer dans ce domaine-là qui évolue également au même rythme que tous les autres domaines de la technologie. Il faut beaucoup de disponibilité également parce que quand l'équipe des développeurs prend du retard sur les livraisons et qu'on se retrouve coincé à la fin, on peut t'appeler un dimanche matin pour te dire, voilà, on vient à peine de finir, on va faire le déploiement dans 20 minutes. Il faut que tu testes parce que mercredi, on a une démo avec le client. Il faut vraiment que tu testes pour que le lundi et le mardi, l'équipe puisse se concentrer à prendre en compte tes retours. Donc là, si on n'est pas disponible, c'est compliqué. Et le point qui suit, l'organisation rejoint le point de la disponibilité. Pour avoir de la disponibilité, il faut pouvoir s'organiser pour pouvoir être disposé à toujours remanier son planning, en fait. Et c'est en ce sens-là que j'ai mis organisation juste après disponibilité. Il faut beaucoup de rigueur. Vous allez remarquer que j'ai mis rigueur et sens de responsabilité ensemble parce que pour moi, les deux vont de pair. On ne peut pas être responsable et ne pas être rigoureux. Voilà. Il faut beaucoup de rigueur. Pourquoi de la rigueur? Parce que la rigueur envers soi-même déjà, pour le respect des processus qu'on s'est fixés, des processus de travail qu'on s'est fixés. Et il faut de la rigueur aussi pour amener les autres à suivre, à respecter ces processus-là. Parce que je l'ai dit précédemment, l'assurance qualité logicielle, c'est aussi élaborer des processus et améliorer aussi ces processus-là.
au fur et à mesure. Donc, il faut pouvoir être assez rigoureux pour dire quand il y a une personne qui est en train de s'écarter du chemin qu'on a défini, pour lui dire non, on ne fait pas comme ça. Même si les délais sont courts, il faut qu'on passe par là. C'est le chemin qu'on a défini. Il faut avoir le sens des compromis. J'ai mis ce point-là parce que c'est un truc que j'ai appris à mes dépens. On peut avoir d'excellentes suggestions par rapport à la résolution d'un problème donné, mais compte tenu des réalités, on ne peut pas les implémenter. Donc, il faut pouvoir comprendre qu'on est, on est dos au mur. Donc, reporter cette solution-là et opter pour une solution plus réalisable, en fait, dans le délai qui nous est imparti. Et opter pour une solution réalisable, c'est pas opter pour une solution qui va nous créer des problèmes ou pour une solution de débarras, j'ai envie de dire, mais pour une solution qui va marcher réellement, qui fonctionne réellement, mais qui n'est pas l'optimal, en fait, la solution optimum, en fait. Voilà. Et l'ouverture, il faut être ouvert. Il faut être ouvert aux critiques parce qu'il peut arriver que dans notre travail, on fasse une erreur. Quand on n'est pas ouvert, on aura du mal à accepter que les autres viennent vers nous pour nous dire qu'il y a une erreur de notre part. On aura du mal à accepter de s'être trompé. Et c'est une qualité indispensable également pour exercer dans ce domaine-là. On pourra passer toute la nuit et même toute la journée de demain à parler des qualités indispensables, des qualités personnelles à avoir. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps que vous avez bien voulu nous accorder. Alors, un autre élément que j'ai tenu à partager avec vous ce soir, c'est les différents rôles qu'on a dans le domaine de l'assurance qualité logicielle. Pourquoi avoir choisi ce point-là? Parce que justement, comme je l'ai dit au départ, on a tendance à voir juste le testeur qui est au bout de la chaîne. Alors que derrière, il y a d'autres rôles en fait. C'est quand vous prenez les grandes structures, c'est une équipe, des équipes complètes qui peuvent aller à une vingtaine de personnes avec différentes personnes, avec des rôles différents. Voilà. Et donc, pour parler de quelques-uns de ces, c'est-à-dire pour ce qui est de l'analyse QA, vous pouvez voir sur Internet d'autres appellations. Mais les plus courants, j'ai mis là ce qu'on utilise couramment, ce qu'on verra plus en fait. Voilà. La liste n'est pas exhaustive également. Et donc, on a l'analyse QA, qu'est-ce qu'il fait? Il va se charger de tout ce qui est rédaction de plan de test, rédaction de plan de test, c'est-à-dire que c'est lui qui va définir en fait les différents scénarios. Il va se mettre dans la peau de l'utilisateur, il va dire, bon voilà, je suis un utilisateur lambda, quand je viens sur l'outil, je vais cliquer là, à quel résultat je dois m'attendre. Et il va définir ces différents éléments-là avec les données que l'utilisateur va entrer et tout. Et quand le testeur, il va prendre ce document-là, il n'aura qu'à exécuter. Il va exécuter ce qui est défini là. On a les ingénieurs tests manuels. Eux, ils sont dans le groupe de ceux qui vont tester. Ils vont exécuter le travail qu'a déjà élaboré l'analyste sur la base des fiches de tests qui ont été établies. Ils vont exécuter les tests manuellement. Il va venir cliquer sur chaque bouton, voir est-ce que ça réagit effectivement comme on aurait voulu. Et si ça ne réagit pas comme ça, c'est quoi le problème? Il faut que je puisse expliquer aux développeurs ce que j'ai rencontré comme souci. Et on a des ingénieurs de tests automatisés. Ceux-là, ils sont plus techniciens. Voilà. Vous allez voir au niveau de ce qu'il faut pour devenir testeur, j'ai évoqué l'aspect avoir un minimum de connaissances en développement logiciel. C'est surtout pour cet aspect-là. Si on veut poursuivre une carrière, aller vers l'automatisation, il nous faut de façon indispensable avoir un background en développement. Parce que là, on va écrire des scripts pour automatiser une partie du travail, une partie des tests en fait. J'avais pris l'exemple des tests de régression, même si je n'ai pas dit le nom. Le fait de devoir refaire tous les tests qu'on avait fait au préalable après la correction d'un problème.
Et là, vous voyez que c'est fastidieux de devoir faire ça. Si une personne doit revenir, si on a 5 corrections à faire et qu'au déploiement de chaque correction qui est faite, on doit rejouer 1500 cas de test, on doit refaire 1500 scénarios. C'est fastidieux. On n'a pas le temps pour et c'est fatigant pour celui qui va le faire également. Donc, ce que va faire l'ingénieur test ici, c'est d'écrire des scripts qui, lorsqu'on va les exécuter, vont derrière faire ce travail-là pour nous, en fait. On a également des business analysts. Les business analysts, ils sont plus orientés business, comme le nom l'indique. Ils vont se charger de définir tout ce qu'il y a de définir clairement tout ce qu'il y a comme exigence, tout ce que le client a comme exigence, tous les requirements du client. Et ils vont les consigner dans un document. Ils vont faire le suivi, en fait, du travail des analyses, des ingénieurs tests manuels, des ingénieurs tests automatisés pour s'assurer et même des développeurs, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de s'éloigner du business du client, de notre client. Parce que ça ne sert à rien de proposer au client une solution qui n'est pas adaptée en fait à son activité. Voilà. Même si on lui propose, il nous a par exemple demandé de lui faire une simple chaise, et qu'on décide de mettre, comment dire, de la mousse dans la chaise pour que ce soit plus confortable, de mettre un dossier et tout. Lui, il a demandé juste une chaise. Quand il va venir, il ne va pas regarder est-ce qu'on a on a mis des éléments pour rendre confortable la chaise, est-ce que la chaise arrive à tourner seule, ou il ne va pas regarder ça. Même si on lui a mis ça, il va dire waouh, c'est beau, mais est-ce que c'est une chaise? Est-ce que j'ai une chaise, c'est combien de pieds déjà? C'est plus trop 4, je crois. Il va dire, mais est-ce que j'ai mes 4 pieds de chaise? Est-ce que j'ai ce qu'il faut en fait? Est-ce que j'ai la chaise en fait, avant de regarder tout ce que vous avez mis à côté pour rendre beau et tout. Voilà. Donc, c'est le travail que va faire le business analyst. Il va s'assurer qu'on fournit un produit au client qui est conforme à son business. Et en bas, j'ai mis un lien. OK. Là, vous allez voir que j'ai mis un lien. Dans ce lien-là, vous pourrez voir sur Internet les autres rôles et responsabilités des spécialistes du domaine de l'assurance qualité logicielle. OK. Le dernier point que j'ai voulu partager avec vous, c'est il y a plusieurs bonnes raisons. Moi, je trouve plusieurs bonnes raisons de se lancer dans ce domaine-là. Mais il y a ces trois-là que je veux partager avec vous parce que je trouve que c'est ces trois bonnes raisons, en fait, qui m'ont motivé à me lancer. Voilà. Et pour moi, c'est important. Donc, déjà, il faut dire que en Côte d'Ivoire et de façon générale en Afrique, c'est quelque chose l'assurance qualité logicielle est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de vulgarisé, de très populaire que tout le monde connaît et une chose à laquelle tout le monde s'intéresse. Et même les entreprises ne s'y intéressent pas encore très fortement. Du coup, en se lançant dès maintenant, on a un avantage. Et cet avantage-là, c'est la longueur d'avance en fait qu'on prend sur les autres. Parce qu'au moment où les gens vont commencer à s'y intéresser, nous, on aura déjà une expérience, on aura déjà un bagage. La deuxième bonne raison que je trouve à se lancer dans ce domaine-là, c'est l'acquisition de compétences multiples. Parce que, surtout quand on se trouve en environnement agile, on ne va pas faire que l'assurance qualité logicielle. On va se retrouver à faire un milieu de choses. Pour ceux qui sont focus sur le fait de se concentrer sur ce pourquoi ils sont payés, bon, je ne vous conseille pas de vous jeter dans le domaine, surtout si vous êtes dans un environnement agile, parce que vous serez amené à faire 1 million de choses. Je disais récemment à une personne qu'on se retrouve même souvent à jouer le rôle du cuisinier. Parce qu'en fait, vous avez l'obligation de faire tout ce qu'il faut pour que l'équipe soit sur pied pour produire quelque chose qui soit de bonne qualité qu'on va livrer aux clients.
Et donc, on pourra se retrouver à faire de la gestion de projet, on pourra se retrouver à jouer les babysitters, on pourra se retrouver à faire la secrétaire, répondre aux appels des uns et des autres, se retrouver à faire du thé, du thé ou du café pour ceux qui sont accros au café et autres. Mais c'est quelque chose d'important. Et personnellement, ça apporte. Être au service des autres, c'est quelque chose d'important. On sait on aide les autres à produire un résultat et à la fin, on a un bon résultat, que le client est satisfait, tout le monde est content et nous, on est fiers en fait d'avoir fait ce travail-là. C'est un élément important, très important pour moi. Et la dernière bonne raison, c'est l'acquisition, le développement de nombreuses qualités personnelles. En présentant les qualités qu'il faut les qualités indispensables pour être un spécialiste de l'assurance qualité logicielle, j'ai dit que la liste n'était pas exhaustive et j'ai également précisé qu'on peut entrer dans le domaine avec un certain nombre de qualités personnelles dont on n'a pas conscience, tout comme on peut entrer avec certaines dont on a conscience, et on peut également en acquérir sur le terrain avec l'expérience. Et c'est l'un des points vraiment que moi j'admire énormément, parce que la question du développement personnel est une question qui m'intéresse depuis bien longtemps. Et savoir qu'on est dans un domaine, on a un quotidien où on a la possibilité de se développer soi-même, c'est fascinant, c'est passionnant en fait. Voilà, je ne veux pas vous dire combien ça a été bénéfique pour moi de me retrouver dans un environnement comme celui-ci. Un exemple très simple, c'est que là, c'est tout d'avant, elle n'aurait pas pris le temps de venir s'asseoir là pour avoir un entretien ici. Voilà, j'étais le genre de personne qui préfère rester derrière son écran, faire ce qu'elle a à faire et puis basta. Mais bon, grâce à ce métier-là, j'ai appris à aller vers les autres, j'ai appris à m'ouvrir, j'ai appris à montrer ce que je fais, à parler de moi, etc. Voilà, notre présentation tire à sa fin. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ce serait plus intéressant si on faisait un échange et si vous avez des préoccupations et qu'on ait une discussion par rapport à ces préoccupations-là. Bon, merci pour votre attention et je suis ouverte à toute préoccupation. Ok, vraiment merci encore. Ah, c'est tout. Merci pour ta belle présentation. C'est important. Et donc, tout de suite, moi, je commence par une question. J'aimerais savoir, de manière très pratique, est-ce que tu aurais une anecdote justement à nous partager? Parce que généralement, les développeurs, c'est très difficile pour convaincre les développeurs à justement sortir du code et avoir un regard 360. Donc, pour moi, c'est important si tu as justement un exemple dans ce sens-là pour nous partager. Et puis voilà, ça va aider avant que la série de questions ne s'enchaîne. Je pense qu'il y a déjà des questions ici. Pour vous qui nous suivez aussi sur Facebook, n'hésitez pas. Posez les questions, nous allons retransmettre ces questions-là ici directement. Merci. Une anecdote sur comment je fais pour que les développeurs sortent la tête de l'ordinateur pour m'écouter. Oui, justement, c'est important. Peut-être un cas pratique, d'accord, qui pourrait nous aider, pourquoi pas, à pouvoir aussi faire comme toi. Voilà. D'accord, d'accord. Déjà, il faut choisir le moment. Et puis, c'est une question de priorité en fait. Quand tu sais, en général, nous, quand on travaille dans notre processus de travail, chacun sait ce sur quoi travaille l'autre. Du coup, quand tu évalues la priorité par rapport à ce que tu as à lui dire, tu sais à quel moment tu peux l'approcher en fait. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Je regarde, je sais ce sur quoi il travaille, ou même quand je ne sais pas, je l'apprends, je lui demande, ah, tu bosses sur quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Il me dit ce qu'il est en train de faire. Quand je vois que par rapport à par rapport au point que je veux aborder, la priorité est donnée à ce que je veux apporter. L'urgence, en fait, est ce que je veux aborder comme problème. Je lui dis, ah, d'accord, excuse-moi, mais je vais t'interrompre une minute, voilà. Et je lui explique en essayant d'être le plus concis possible. Parce que là encore, il ne faut pas venir tergiverser pour lui faire perdre son temps. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, merci déjà. Et puis, moi, je retiens ça. Trouver le bon moment pour pouvoir interrompre
un développeur qui vraiment accroît son code. Et voilà, c'est important. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vois déjà une autre question dans la discussion. Il y a quelqu'un qui demande si c'est quoi en fait l'objectif des tests logiciels et est-ce que cela est obligatoire? Voilà. Obligatoire dans le cycle de développement. Et j'aimerais savoir est-ce que c'est nécessaire. Oui, c'est obligatoire. Ok, vas-y. Est-ce que c'est nécessaire de faire les tests logiciels? Oui, c'est nécessaire dans ce sens-là que Noélie vient de le dire. Le développeur n'a pas un regard 360 degrés sur le code. Il va, et là encore, je le dis avec des réserves, il va faire cette test unitaire, il va peut-être faire un certain nombre de tests, même quand tu l'as. Comme quand on a quelqu'un euh, qui est dont le travail est dédié entièrement à ça, en fait, et qui n'est pas orienté, qui n'a pas une mentalité orientée coding. Parce que le développeur, il va tester dans un sens. Il ne va pas se mettre dans la peau de l'utilisateur, excusez-moi du terme, l'utilisateur le plus stupide, le plus con, qui va venir, on lui dit d'entrer des chiffres, c'est bien précisé, mais qui vient entrer des nombres, il va entrer des lettres. Il ne va pas prendre le temps, en fait, de penser à tous ces scénarios-là. Du coup, ces tests sont limités. Et après, il va se retrouver coincé avec des bugs critiques quand on sera en production. Et l'objectif ici de l'assurance qualité logicielle, c'est justement de réduire au maximum ce genre de problème-là. Il est là, en fait, pas pour empêcher, pour s'assurer qu'il n'y ait absolument aucun bug, mais pour éviter qu'on n'ait pas de bugs critiques quand on est en phase de production. J'entends ici par bug critique un bug, un dysfonctionnement qui impacte en fait l'activité du client. C'est-à-dire, on a un bug qui survient, le client ne peut plus utiliser son outil, ne peut plus utiliser son outil et quand il ne peut plus utiliser cet outil-là, c'est toute son activité qui est bloquée. L'objectif de l'assurance qualité logicielle, c'est d'éviter ce genre de situation-là. Voilà. J'espère avoir répondu à sa question. Ok. Moi, je répondis, le sujet est très passionnant, il est très intéressant. Et dans la mesure où s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je rebondis encore pour poser une seconde question. C'est que la majorité aussi des développeurs ont pour habitude de faire tester, leur application pour ceux qui le font dans une certaine logique pour ne pas créer de grands bugs. D'accord? Et comme tu le disais tantôt. Et par contre, il y a d'autres même qui ne font pas tester leurs différentes applications, l'évolution de leur application. Pour ce genre de personnes, quels sont les conseils en fait que tu pourrais donner à ces deux types de personnes? Premièrement, pour des personnes qui ne testent pas du tout le code, pour ne pas dire l'application qui est en train d'être constituée là. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui, justement, partagent dans leur réseau de peut-être développeurs, sachant déjà même en faisant juste une parenthèse, en mettant une adresse mail, on sait qu'elle doit comporter arrobas, ce qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, par exemple, et qui pourrait mettre autre chose qui va créer en fait un bug s'il n'y a pas des contrôles qui ont été mis. Donc, du coup, quel est le conseil que tu peux donner pour ces deux catégories de personnes? Voilà. Déjà, ceux qui prennent le temps de donner à une autre personne pour tester, même s'ils sont des développeurs, je crois que c'est déjà un premier pas. Ce n'est pas mal du tout. Parce que le regard qu'on a sur ce qu'on a fait soi-même n'est pas le même regard qu'une personne qui ne l'a pas fait a en fait. Donc, c'est déjà bien qu'il le fasse ainsi. Mais avoir une personne qui n'est pas développeur serait encore mieux parce qu'elle va faire des manipulations, souvent même sans s'en rendre compte, qui peuvent nous révéler des failles en fait de notre logiciel, de notre application. Maintenant, pour le premier cas de personne qui ne fait pas tester, je ne sais pas, tu parles de quel test?
s'il s'agit des tests au niveau des fonctionnalités pour s'assurer que le logiciel fonctionne correctement, je dis que, en tout cas, qu'il s'agisse de ces tests-là ou qu'il s'agisse des tests, d'accord. De façon générale, si j'ai un conseil à donner aux développeurs, c'est de respecter les standards de développement qui sont définis. Ça évitera beaucoup de problèmes devant. Ça faciliterait même la tâche aux testeurs ou aux spécialistes de l'assurance qualité logicielle s'il y en a. Voilà. Donc, qu'ils respectent déjà tout le processus, les différents standards qui sont établis. Et c'est aussi ça, l'assurance qualité logicielle, le respect des standards, le respect des normes qui sont établies. Voilà. Et pour revenir à la première catégorie de personnes dont tu as parlé qui ne font absolument aucun test, ce sont des suicidaires, j'ai envie de dire. C'est l'observation que j'ai envie de porter. Ce sont des suicidaires. Voilà. C'est pas du tout conseillé, c'est très mauvais ce qu'ils font. Donc, ils prennent le temps au moins d'écrire leur test unitaire ou au pire des cas de donner l'application à quelqu'un pour regarder, de donner même leur code voilà, parce qu'ils auraient un œil en fait que eux ils n'ont pas forcément. Voilà, ils puissent faire ce sont de petits pas, mais c'est important. Voilà. Ok, parfait. Donc, moi, je pense, les gars, le micro, vous pouvez l'ouvrir progressivement pour poser vos questions. Nous sommes à la troisième phase des séries de questions. Donc, je vois que dans la discussion, il y a des questions. On va demander à Koulibaly de poser sa question lui-même, d'ouvrir son micro et de poser la question. Ensuite, il y a aussi Ordi, s'il te plaît, tu peux renommer ton truc ou bien te présenter et poser ta question. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est Maurice. Maurice, je sais pas si quelqu'un voulait parler. Ah, c'est tout. Bonsoir. Je te prends quasiment à la fin. Mais bon, déjà, moi, je vais dire bonsoir et puis déjà te féliciter pour ton intervention, même si enfin, j'étais pas là au début. Mais en tout cas, bon courage dans ton boulot et dans ton travail de testeur, parce que c'est vrai que c'est pas un métier assez évident on va dire, à cerner pour les gens qui sont pas du monde informatique. C'est pas vraiment quelque chose d'assez évident. Donc, déjà, merci pour l'effort que tu fais je sais même pas si on m'entend, allô? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Comme ton image est... On entend aussi ta question, tout ça. Allô? Oui, on va aller pas à pas. Donc, on laisse d'abord Maurice poser sa question et ensuite une autre personne. Merci. Okay. Merci. Bon, donc, voilà, bon, comme je l'ai dit, c'est bon. Je ne sais même pas si c'est vraiment une question, mais ce que je voulais savoir, c'était plus ou moins l'avis de Assetou sur ces personnes-là qui souvent pensent que le métier de testeur, machin, tester les logiciels et tout ça, c'est juste venir s'asseoir, cliquer. C'est vrai que les tests, il y a aussi les tests fonctionnels, il y a différents niveaux de tests. Donc, oui. Moi, en tout cas, je pose la question par rapport à mon expérience dans le milieu. J'ai vu beaucoup de personnes confondre ces aspects-là parce que plein pensent que tester le logiciel, c'est voilà, les tests fonctionnels. On vient s'asseoir, on clique là, le bouton ne marche pas, le truc là, il ne sort pas comme prévu. Alors, bien au-delà de tout ça. Donc, est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu as à dire déjà à ce sujet? Et deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu peux donner, j'ai envie de dire, comme conseil? Est-ce que ces personnes, parce que pour la plupart, ce n'est pas des gens qui ont fait long feu dans le code, dans le truc. Donc, moi, je connais des gens qui se sont réfugiés dans cette partie de l'informatique parce que ça n'allait pas trop dans le code. C'est des gens qui ne s'en sortaient pas. Du coup, ils ont juste peut-être pensé que c'est un truc, tu vas t'asseoir, tu cliques, c'est fini. Alors que ça va bien au-delà. Comme je l'ai dit, on a des gens qui testent. C'est vrai qu'il y a des tests fonctionnels, mais c'est à la base des gens qui comprennent ces codes, ce charabia, on va dire, en griffe que les développeurs font à côté de lui, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là? Et puis, qu'est-ce que tu as à dire ou à donner comme avis ou conseil à cette partie j'ai envie de dire, des testeurs, parce que ce n'est pas que des novices, il y a des testeurs qui sont dans le lot. Allô, Maurice? Pas du milieu qui sont dans le lot. Oui. Ok, parfait. Il serait bien de résumer la question, puisqu'on a
un tas de questions qui arrivent encore pour qu'on puisse suivre rapidement les différentes questions et terminer. Bon, je pense que c'est le résumé que je viens de faire hein, à la fin. Là. Ah, c'est tout bien. Je ne sais pas si tu n'as pas compris. Je ne sais pas. Oui, j'ai bien compris ta question. J'ai très bien compris ta question. Et à ton point, je vois que tu es indigné. C'est légitime, je l'ai fait de penser ainsi. Et ce n'est pas faux de penser que c'est vrai que c'est réducteur, mais c'est une partie du métier en fait. Je l'ai dit tantôt, les rôles sont multiples. Il y a des gens effectivement qui sont là pour ça. On leur fournit le plan de test avec tous les scénarios bien détaillés. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est exécuter manuellement. Et ces personnes-là, ça peut être des personnes qui ont été dans le milieu, qui se sont réfugiées dans le test, comme tu l'as dit, ou des personnes qui ne sont même pas du milieu de l'informatique. Elles vont juste venir, elles ont une fiche qui est là, où ils ont écrit, il faut cliquer sur tel bouton, voici le résultat que tu dois avoir. Elle va cliquer sur le bouton, est-ce que j'ai ce résultat? Oui, non. Si je n'ai pas, quel résultat j'ai? Ça existe, tu vois? Donc, ces personnes-là n'ont pas tort. Si elles se retrouvent dans cette façon de penser-là, il ne faut pas les blâmer. C'est pas faux, en fait. C'est une partie du métier. Maintenant, dire que l'assurance qualité logicielle se résume à cela, c'est ce qui n'est pas correct. Si j'ai un conseil à donner pour ceux qui se sont réfugiés dans le test en espérant cliquer juste sur des boutons, si je peux leur donner un conseil, ce serait peut-être d'être un peu plus curieux, pousser un peu plus leur curiosité, de se documenter sur la question pour justement comprendre que ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ça tester en fait. D'accord, merci. Bon, je sais pas. Voilà. Ça va, merci. Ok. Ok, Koulibaly, tu pourrais poser ta question. Allô, Koulibaly, tu es avec nous? Allô? Oui, oui, vas-y, pose ta question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations à ce tout pour sa brillante présentation. Merci. Alors, j'avais une question pour elle. La première est relative aux développeurs, concernant la 360 degrés. Alors, elle a dit, de façon générale, les devs n'ont pas une vision 360 degrés. Alors, déjà, on sait que pour être déjà assez productif, il faille que le dev ait au moins un certain niveau de concentration. Est-ce que ce n'est pas ce fait-là qui l'oblige, bien qu'il le confine dans cette vision assez fixe, ou comment lui permettre d'avoir une vision assez ouverte et en même temps être aussi productif que lorsqu'il est focus sur son code? Ça, c'est la première question. Donc, je te laisse répondre. Oui, ce serait mieux parce que je n'ai pas noté. D'accord. Déjà, sur ce point-là, j'ai envie de dire que s'il avait une vision 360 degrés, effectivement, s'il avait cette capacité-là de sortir la tête du code et de pouvoir regarder les choses avec un œil de Superman, j'ai envie de dire, pas seulement un œil de développeur, on n'aurait pas eu besoin de créer en fait des métiers liés à l'assurance qualité logicielle. Il aurait tout fait tout seul. On a conscience en fait qu'il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas rester à la fois concentré et avoir cette ouverture-là de regarder les choses avec un œil différent. Et c'est pour ça en fait que nous on est là. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai un conseil à lui donner? Là, j'ai pas de conseil, qu'il continue d'être concentré sur son travail, concentré pour donner quelque chose pour produire un code de qualité déjà. Et si le code est de qualité et qu'il répond aux exigences, pour bien comprendre les exigences, pour produire un code de qualité, et à la fin, on aura le produit de qualité qu'on recherche tous. Et on sera tous tranquilles, quoi.
Mais il faut que dans sa concentration, il tienne compte en fait de l'environnement autour. Faut qu'il arrive à avoir une certaine ouverture qui lui permette de, quand on l'approche, de marquer une pause quand même pour écouter en fait ce qu'on a à lui dire. Voilà. Même si de ceux qui vont l'approcher vont quand même ont compris que quand il est concentré, donc ils vont faire l'effort de lui faire perdre le moins de temps possible. Mais il faut qu'il arrive à s'ouvrir pour sortir la tête du code, étant soit peu pour écouter ce qu'on a à lui dire. Parce que ce qu'on va lui dire pourrait même l'aider pour la suite du code sur lequel il est super concentré en fait. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-là. D'accord, merci bien, je suis satisfait de la réponse. La deuxième question est relative au texte expert. Expert métier, je dirais. Notamment, enfin, je vais dire comme le métier des comptables ou le métier, par exemple, d'un responsable RH. Pour nous, par exemple, qui voulons faire des applications dédiées au métier de la comptabilité, est-ce que je vais dire la seule aide de l'assureur qualité suffit pour ce genre d'application-là? Ou est-ce qu'il y a aussi dans les codes de l'assurance de l'assureur qualité de pouvoir faire aussi des textes experts? Voilà. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé de curiosité. La curiosité n'est pas seulement liée à son domaine. Il faut qu'il arrive à s'ouvrir, à comprendre les métiers, les différents métiers d'intervention de la structure où il est et même à aller au-delà parce que demain, il peut se retrouver dans une autre structure qui intervient dans d'autres domaines d'activité. Maintenant, ce qui concerne, pour revenir au point des experts métiers, que ce soit, quel que soit le domaine, il y a des tests des utilisateurs finaux qui existent, qu'on appelle dans le domaine des user test acceptance. Il va faire ses tests. L'utilisateur final, il connaît son besoin. Quand toi, tu as fini et qu'en interne, vous avez fini votre processus de qualité, que l'équipe d'assurance qualité logicielle a fini son travail, les tests ne sont pas finis. On va livrer au client qui, dans une première phase, il ne va pas se jeter en fait sur le logiciel pour commencer à l'utiliser pour son business. Mais ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il est conseillé de faire dans un premier temps, c'est d'observer une période de test avec des cas pratiques, des cas réels, des cas d'utilisation réels en fait. Donc lui, il va faire ses tests et il va vous faire ses retours. Est-ce que j'ai répondu à la préoccupation? Oui, oui, c'est bon. Merci bien. La dernière question, si je veux me permettre. OK. Étant donné que nous évoluons dans un écosystème de plus en plus agile, quelle est la place de l'assureur qualité dans les différents processus du Scrum, de la méthode agile, je veux dire? D'accord. Il a sa place à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau comme on le dit dans le domaine, plus tôt on commence à observer un processus de qualité, mieux ce sera pour nous. Voilà, on n'a plus le temps, il faut qu'on aille vite et il faut qu'on produise quelque chose qui soit de qualité. Donc, déjà au niveau de la définition des user stories, l'assureur qualité, si je peux le dire ainsi, le spécialiste de l'assurance qualité logicielle va intervenir. C'est en ce sens-là que j'ai présenté différents rôles. Voilà, il y a un rôle qui va intervenir là. Il va aider à définir de bons user stories. Il va s'assurer que les user stories qu'on est en train de définir là sont effectivement conformes aux exigences du client, à ce à quoi le client s'attend à la fin. Est-ce que si on définit telle user story, ça va répondre réellement aux besoins du client ou est-ce que c'est mal fait ou est-ce qu'on n'a pas compris quelque chose? Il va intervenir à ce niveau-là. Et même au niveau du prototypage, il va intervenir. Il doit s'assurer en fait à tous les niveaux dans le cycle de développement du logiciel, il va intervenir à tous les niveaux pour s'assurer qu'on n'est pas en train de s'éloigner des exigences du client. Parce que c'est notre référentiel en fait. On aura beau produire quelque chose de wow, mais si ça ne correspond pas à ce que le client a défini comme exigence, on n'a rien fait quoi. Voilà.
Donc, lui, il va intervenir à tous les niveaux, pratiquement. Ok, merci. C'est tout. Je te souhaite encore de meilleures et bonnes continuations. Merci. Ok, merci Koulibaly. Je pense qu'il y a Mohamed qui veut poser une question. Mohamed Ouattara, tu peux y aller. Par contre, en attendant, il y a Audi qui a laissé une question. Pouvons-nous avoir un overview du processus de test? Ça, c'est sa première question. Je pense que tu vois dans la discussion. C'est tout. Oui, je vois la... Si tu veux répondre sur chaque point, tu peux le faire. Et puis voilà. D'accord. Il dit, pouvons-nous avoir une overview du processus de test? OK. Le processus de test va commencer par l'identification, la clarification Allô? des... Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, ok, oui, ça va. Ça va. D'accord. Alors, Pour répondre à la question de Ordi qui demande un overview du processus de test, j'étais en train de dire que le processus de test va commencer par la clarification des exigences, parce que la plupart du temps, le client va nous fournir des trucs pas très clairs, des trucs flous. Donc, il faut pouvoir clarifier ces éléments-là afin que tout le monde puisse être au même niveau de compréhension. Et ensuite, ce qu'on va faire au niveau de l'assurance qualité logicielle, c'est de définir le plan de test. Le plan de test, à ce niveau-là qu'on va définir qu'est-ce qu'on va tester, combien de temps on va passer à tester là. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a un travail d'analyse, il y a beaucoup d'analyse qui est faite en arrière-plan, en fait, que les gens ne voient pas. C'est ce pourquoi je disais que ce qu'on voit généralement, ce sont les tests. On arrive au bout de la chaîne, c'est les tests qu'on voit. Mais derrière, il y a beaucoup d'analyses. On va évaluer les risques. Où est-ce qu'il y a plus de risques pour qu'on puisse concentrer le plus d'efforts et de temps à tester ces éléments-là. On va faire tout ce travail d'analyse-là, identifier ces éléments, élaborer notre plan de test, mettre notre organigramme, voilà, on va faire un planning, attribuer les différentes activités aux différents responsables, telle personne, définir les responsabilités en fait. On va dire telle personne doit faire telle chose en tel nombre de temps, il va commencer quand, il finit quand, qu'est-ce qu'il est censé fournir à la fin comme résultat. Il y a tout ce travail-là qu'on va définir avec le plan de test et tout. Et le dernier élément qu'on va... Et avant d'arriver au test même, on va, avec les développeurs et les designers, on va valider le prototype. Donc, il y aura les premiers tests qu'on va faire vont constituer à s'assurer que le prototype que les développeurs doivent implémenter, là, il est conforme aux exigences du client, une fois de plus. C'est le thème qui va revenir tout le temps. On va s'assurer de cela. On va regarder si les couleurs sont bonnes, si le logiciel sera facilement utilisable par l'utilisateur final, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, ce genre de choses-là. Donc, on va tester le prototype également avant qu'il ne soit implémenté. Et une fois qu'il est implémenté, que les fonctionnalités sont implémentées derrière également, il faut qu'on puisse commencer les tests. Et c'est là que tout le travail qu'on avait fait, le travail d'analyse qu'on avait fait plus haut pour voir où est-ce qu'il y a plus de risques qu'on ait de bugs, qu'on puisse concentrer le plus d'efforts, qu'est-ce qu'on va tester, en combien de temps on va le faire. C'est là qu'on arrive en fait à la mise en œuvre pratique de la chose et qu'on va faire les tests. Et une fois qu'on a fini ces tests-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rapport. On fait un rapport qu'on va adresser à l'équipe de développeurs. On va leur dire, voilà, on a trouvé, voici ce qu'on a fait et voici le problème auquel on a fait face. Alors qu'on s'attendait à tel résultat, on a eu tel autre résultat. Et éventuellement faire des suggestions pour la résolution du problème ou si on croit savoir où se situe le problème, aider comment dire, aider dans le processus d'audit que le développeur a à faire pour débugger en fait. Et une fois que ces corrections-là sont apportées, on va revenir encore faire des tests. Et là, on ne va pas que tester l'élément sur lequel il y avait un problème, je l'ai déjà dit.
on va le tester, certes, mais on va devoir reprendre tous les tests pour s'assurer que cette correction-là n'a pas impacté ce qui fonctionnait quand on a fait les premiers tests. Voici présenté de façon ramassée le processus de test. Sa deuxième question, c'est quels sont les types de tests existants? Alors, on a une multitude de tests qui existent déjà, à commencer au niveau des développeurs par les code reviews qu'on fait. Voilà, on va croire peut-être que c'est rien, c'est quelque chose de banal dont on peut se passer, mais c'est également une façon de tester. Quand tu vas produire ton code et que ton père va regarder et te dire, ah, tu as déclaré une variable ici que tu n'as pas utilisé l'autre côté ou tu as omis un point virgule, ce sont aussi des tests. Il y a les tests unitaires que le développeur va produire. Il y a des tests, des tests UI. UI pour user interface et UX également pour s'assurer que le logiciel, en termes de design, il est bon, il est facile à utiliser pour nos clients, il sera facile à utiliser pour nos clients, il est beau à voir, il n'y a pas de faute d'orthographe, ce genre d'éléments-là. Il y a les tests fonctionnels qui vont être concentrés sur le fonctionnement du logiciel conformément au domaine d'activité dans lequel on se trouve. Voilà, c'est pas tous les tests, mais je vais m'arrêter là. On pourra en avoir d'autres. Si tu fouilles un peu sur Google, il y en a une multitude. Voilà. Existe-t-il des frameworks pour les tests unitaires? Oui, il y a des frameworks pour les tests unitaires. Je crois pour les différents langages, il y a différents frameworks. Pour PHP, je sais qu'il y a PHP Unit, par exemple, qui permet de produire des tests unitaires. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, d'accord. on t'entend. Ok. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de frameworks également pour les différents langages, pour les différents frameworks que généralement les développeurs utilisent pour coder. Et pour un même framework, on peut trouver plusieurs. Et comme je l'ai dit, on a pour PHP, il y a PHP Unit qu'on peut utiliser. Allô? J'ai répondu à tes questions là. Ah, pour les tests en général, pas que pour les tests unitaires. Ah, d'accord. Oui, il y a des frameworks qui existent pour les tests, mais c'est pour des tests automatisés. Voilà, le plus connu, c'est Selenium. Il y a Selenium pour le plus connu, pour les tests unitaires. J'ai récemment découvert un autre là qui permet de faire les tests UI et UX design également. Pour tous les types de tests, il y a des frameworks qui existent, on peut en trouver, qui sont disponibles, qui sont peut-être pas très populaires ou pas très utilisés, mais il y en a qui existent. Mais généralement, on utilise les frameworks pour automatiser les tests. Une question. Oui. Les tests auxquels tu fais allusion, ce sont des tests automatisés ou ce sont des tests manuels? Parce que tu as parlé du rôle de l'ingénieur. Test automatisé. Test automatisé. Pour les tests manuels, on n'a pas besoin de framework. Donc, ça suppose qu'il va écrire ses différents scripts avec un framework, c'est ça? Il va tout faire manuellement. C'est un peu coupé. Allô? 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 Oui, c'est bon. On a été entre couper en fait. Ma connexion n'est pas très bonne. Ok, ça va. Et tu as répondu à sa question. Je pense qu'il y a Mohamed qui avait une question aussi. Mohamed? C'est ça. Allô? Oui, vas-y Mohamed. Allô? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Bonsoir, mademoiselle Koulibaly. Merci pour votre intervention. Allô? Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui,
je t'entends. D'accord. En fait, disons que moi, en ce moment, je suis développeur. Et à vrai dire, je n'intègre jamais une phase de test de mon processus de développement. Donc, vous m'entendez, hein? Allô? Oui, allô, Mohamed, on t'écoute. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, ce que je voulais poser comme question, c'est très pratique, hein. J'aimerais savoir, là, tout de suite, si je veux commencer à travailler avec des tests unitaires pour m'assurer que le produit final de mes développements soit vraiment très fiable, par quoi je peux commencer en fait? Quelles sont les ressources que vous pouvez me donner? Et voilà, c'est un peu ma question. D'accord. Déjà, on ne peut pas te conseiller, on ne peut pas te proposer des ressources si on ne sait pas quelle technologie tu utilises. Donc, disons PHP. J'utilise un framework PHP. Oui, en l'occurrence, Symfony. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de PHP Unit qui est utilisé pour les tests unitaires au niveau de PHP. Mais tu pourras en trouver d'autres, une multitude, si tu fais un peu de recherche, même sur au niveau de la doc de Symfony pour implémenter. Ok, ça marche. Alors, moi, je pense qu'on ne va pas... S'il n'y a pas d'autres questions, sur Facebook également, il n'y a pas d'autres questions. Mais je tiens à te dire merci. Et avant de te laisser nous dire ton mot de fin, pardon, c'est déjà d'encourager tout le monde à continuer à être connecté sur nos webinaires que nous allons faire sur notre série de webinaires, bien entendu, qui va toucher plusieurs aspects. Ce n'est pas que le coding, d'accord? Donc, dans les semaines à venir, on parlera de hacking, on parlera de sécurité informatique, on parlera de UX design, on parlera de tous les métiers de robotique, de tous les métiers numériques. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez justement proposer un webinaire ou une thématique dans le numérique, n'hésitez pas à nous écrire à info@jdcodeci.com info@jdcodeci.com pour nous envoyer vos thèmes, tout ça. Et si vous voulez aussi faire partie de nos partenaires, n'hésitez pas aussi à envoyer les informations sur la même adresse. Et voilà, comme Akil Technologies et notamment Côte d'Ivoire, nous sommes en partenariat, bien entendu, sur cette série de webinaires. N'hésitez pas à nous approcher et on a de très bonnes choses à vous annoncer dans les jours à venir. Donc, sur ce, c'est tout. Quel est ton dernier conseil que tu pourrais nous dire, ton mot de fin? Merci d'abord d'avoir accepté de venir partager avec nous ta connaissance. Ensuite, merci aussi à vous qui avez regardé, qui avez été avec nous sur cette formation. C'est important de sortir par moment de la technique pour avoir quand même justement un regard sur les autres métiers qui gravitent autour du développement d'applications, je veux dire. Et enfin, ce n'est pas la fin des séries, bien entendu. Et on continuera toujours à toucher d'autres technologies, d'autres thématiques. Et puis voilà, on est ensemble. Merci. Ok, merci Noélie. Si j'ai quelque chose à dire là, c'est de dire aux développeurs en particulier que le métier, le domaine de l'assurance qualité logicielle n'est pas réservé qu'à des personnes qui n'aiment pas la technique en fait. Comme vous avez pu le constater de la présentation, il y a une partie automatisation où il y a des scripts à écrire, où il y a une partie du travail à automatiser, à robotiser. Donc, un développeur peut très bien se reconvertir et s'orienter vers ce domaine. Voilà. Et le deuxième point, c'est que nous recrutons actuellement des stagiaires QA. Je vous encourage fortement à partager l'information autour de vous, à encourager
ceux que vous connaissez à postuler et si vous êtes vous-même intéressé à postuler également. Et le troisième point, c'est des mots de remerciement à l'endroit de Côte d'Ivoire et J2Côte. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Et merci également à tous ceux qui ont bien voulu donner de leur temps pour nous écouter. J'espère que cette petite présentation vous a été profitable et à nous revoir. Merci, à vous également. Ok, merci à tout. J'ai laissé le lien de notre adresse mail dans la discussion et je le laisse aussi sur Facebook. Donc, merci à tout le monde et passez une très bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci.